titre de la conférence, c'est « Décider d'exister ». Je donne un peu des fois des titres, je m'amuse un peu parce qu'il faut donner des titres, alors j'en donne. Hein. Mais celui-là, il m'a bien plu, puis d'abord, il m'a drôlement aidé moi-même à prendre des décisions. Pourquoi ce titre-là? Parce que je rencontre beaucoup de... Je ne me suis pas présentée, mais j'imagine que je n'ai pas envie trop de perdre de temps. Je m'appelle Armelle, et puis je suis contente d'être là. C'est déjà bien. Pour la décision d'exister, parce que je rencontre beaucoup trop de gens, et j'en ai fait partie, puis je fais encore partie, qui sont mal installés dans leur vie, qui ne sont pas dans le bien-être, et qui sont dans cette question de vouloir prendre des décisions pour changer, de changer de posture, de changer de comportement, de bouger. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la décision j'ai un jeune homme là qui me dit moi je voudrais déménager. Et ben c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Pour les uns, ils peuvent faire le tour du monde. Pour les autres, prendre la décision de déménager, c'est pas simple. Ça peut être la décision d'arrêter une addiction. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, l'addiction, qu'elle soit de l'alcool, de la drogue ou autre, c'est beaucoup plus compliqué, mais il faut déjà prendre la décision. Prendre la décision de changer de boulot, ben vous savez bien que c'est pas simple. Et puis il y a des décisions aussi qu'on a du mal à prendre, qui ne nous obligent pas à partir, qui ne nous obligent pas à tout changer. C'est la décision de réfléchir à notre bonheur. Autrement dit, ce petit moment qu'on va passer ensemble, ça va être aussi le moment de réfléchir à ce qu'on ne fait pas souvent. Et ce qu'on ne fait pas souvent, c'est la question du bonheur. Alors je sais qu'on en entend beaucoup parler, mais ceci dit, on n'y réfléchit pas beaucoup. Est-ce que là où je suis, est-ce que je suis bien? Ce que je vis, est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Et je vous assure que cette question-là, on ne prend pas beaucoup le temps juste de se la poser. Et c'est une histoire d'orientation de notre désir. Donc quand on prend la décision, c'est peut-être aussi la décision d'apprendre à penser autrement. C'est drôle, hein? Parce que pour apprendre à penser autrement, ben, il n'est pas question de prendre le train ou l'avion ou de partir très très loin. Il suffit juste de rester sur place. Moi je dis toujours déménager en restant sur place. C'est peut-être aussi divorcer en gardant le même lien, en étant avec la même personne. Il y a des moments comme ça, des choses où on bouge. Et c'est vraiment se dire... C'est un voyage à l'intérieur de soi. C'est un voyage à l'intérieur de soi. Et on peut j'entends, mais moi, je n'ai pas envie d'aller à l'intérieur de moi. Je n'ai pas envie d'aller voir ce qui s'y trouve. Je n'ai pas envie d'aller voir mes zones d'ombre. Moi, je trouve que c'est bien dommage parce que vous savez, quand on... Alors, je n'ai pas Netflix, je n'ai pas la télé, je ne regarde pas Netflix, mais je l'ai fait. Il y a des films qui sont bien plus raboutants, bien plus durs, bien plus nuls que ce qui se passe à l'intérieur de nous. On ferait mieux d'aller voir à l'intérieur de nous, c'est quand même passionnant. Alors c'est vrai qu'on rencontre la tueuse, on rencontre le tueur, on rencontre des zones d'ombre, mais c'est quand même assez sympa, vraiment. Au moins, plutôt que de les fuir ou de les regarder à l'extérieur sur des films, au moins, on va les regarder à l'intérieur de nous. Ce que je voulais aussi vous dire pour commencer, c'est que ce soir, vous ne le savez peut-être pas, mais tout le monde ici va repartir avec une casquette en plus. Alors pour les uns, c'est peut-être fait. Pour les autres, je peux vous assurer que parce que vous êtes là, vous avez déjà une casquette de philosophe. Parce que la philosophie, avant tout, parce que c'est vrai que moi j'ai une approche dans la psychologie et je pense que le monde peut bien reposer sur notre psychologie, sur notre état de bien-être ou de mal-être. Notre monde dépend de la violence qu'on a à l'intérieur de nous et qui n'est pas réglée, mais c'est aussi une histoire de questionnement. Et la philosophie, qu'est-ce que c'est que la philosophie? Eh bien, la philosophie, c'est votre présence à vous ce soir. La philosophie, c'est l'étonnement, l'émerveillement. C'est la question. C'est de passer de l'affirmation au questionnement. Quand on vient chercher, c'est la curiosité qui fait déplacer. C'est quelque chose de dire, tiens, il y a Armelle qui raconte un blabla. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mené par le désir. C'est mené par la curiosité et par le questionnement. Et ça, c'est vraiment le propre de la philosophie. Donc vous allez repartir avec quelque chose de se dire, oui, je suis en train de réfléchir à ma philosophie de vie et à ma pensée de vie. C'est déjà quelque chose qui est là. Parce que quelquefois, on me dit, moi, j'ai aucune passion. Si on vient voir, ou on vient écouter de la psy ou de la philo, on a déjà une passion. C'est qu'aimer et être aimé, c'est hyper important. C'est pourquoi je suis sur Terre.
Ce sont des questions d'être bien et d'être de ce positionnement, de se dire, après tout, je suis sur Terre pour pouvoir être dans ce bonheur. Alors, bien sûr que c'est vaste, parce que le bonheur, c'est pas une possession. Le bonheur, c'est pas un bien. Le bonheur, c'est une façon de penser la vie. C'est un être à penser. C'est le vivre. Je pense que je vais vous partager quelque chose dont j'ai beaucoup, beaucoup aimé lorsque moi-même je l'ai découvert il y a plus de 10 ans. Ça veut dire que là, on va parler de prendre la décision de changer, prendre la décision de la posture d'aller vers un endroit qui nous va bien, mais nous avons à réfléchir. Parce que prendre la décision de changer de posture, est-ce que c'est vraiment notre être à penser ? Ou est-ce que là encore, nous ne sommes pas influencés par une pensée sociétale, une pensée familiale, une pensée amicale qui nous dirait, écoute, va acheter cette voiture, elle est quand même bien pour toi, va acheter ces vêtements, c'est bien pour toi, va acheter, tu devrais. Alors, c'est pas la même chose d'aller acheter une voiture ou d'aller acheter des vêtements, ça ne veut pas dire être complètement contre la consommation, quoique, ça veut simplement se dire que si je vais m'acheter cet objet, c'est parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que je l'aime. C'est-à-dire que ce n'est pas un signe extérieur de richesse. Ça ne va pas forcément contribuer à être dans le paraître. Parce qu'on entend beaucoup, évidemment, la surconsommation, la consommation, il ne faut pas, mais enfin tout ce qu'on est là, on n'est pas en maillot de bain, on est quand même habillé, on a acheté des trucs, on a acheté des vêtements. Le truc, c'est de se dire, pourquoi je le fais ? Au nom de quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est vraiment sous l'influence ou parce que j'aime l'art et je vais acheter cet objet parce que j'aime l'art, mais ça n'a rien à voir parce que je vais avoir cette sculpture chez moi, parce que les potes vont me dire « Waouh, elle a quand même une belle sculpture, elle doit gagner. » C'est pas la même chose. Donc ça veut dire que dans cette pensée que nous avons, c'est à réfléchir si cette pensée-là est bien la nôtre, si elle est bien orientée, si on n'a pas été dans l'influence de l'extérieur. Et ça vaut le coup d'y réfléchir, de se dire, est-ce que c'est bien moi ? Parce qu'on est en train de parler de changement, d'être dans une nouvelle identité. C'est quoi l'identité ? Elle est concernée par quoi l'identité ? On peut parler des habitudes. Les habitudes, c'est ce qu'on fait régulièrement, tous les jours, et ça devient une habitude inconsciente. L'habitude va façonner un comportement, et le comportement va façonner une identité. C'est drôlement important, parce que c'est comme ça qu'on peut avoir une habitude de boire. On va avoir un comportement, et l'identité, c'est « je suis alcoolique ». Non, je ne suis pas alcoolique. Pas du tout. Ce n'est pas écrit dans l'âme, ce n'est pas écrit dans notre être. On a un comportement qui signifie quelque chose, ça n'a rien à voir. Et si on veut changer ce comportement-là, si on veut changer d'habitude, ce qui n'est pas simple, évidemment qu'on a à réfléchir sur un changement d'identité. Quel homme j'ai envie d'être ? Quelle femme j'ai envie d'être ? Est-ce que j'ai toujours envie d'être cette personne qui est dans l'irrespect, dans l'humiliation, dans la souffrance ? Est-ce que j'ai envie ? Et pourquoi pas ? C'est à respecter, il n'y a aucun souci avec ça. Si c'est vraiment dans la conscience, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, s'il y a des problèmes évidemment médicaux et que ça empêche de faire des choses, ça vaut le coup d'y réfléchir. Pourquoi on change ? Pourquoi on veut changer d'habitude ? Pourquoi ? Mais parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le mal-être. Il y a quelque chose où on n'est pas bien dans sa vie. On est juste à côté de sa vie. Il y a une sensation où qu'on est... souvent j'entends, j'ai tout pour être heureux. Et j'ai la culpabilité de j'ai tout pour être heureux. Mais je ne me sens pas bien. Le être bien n'est pas là. Alors évidemment que ça vaut le coup d'y réfléchir. On peut peut-être se dire que si je ne suis pas bien là où je suis, c'est que l'orientation de mon désir n'est pas là où il faut. Et qu'on a à revisiter le désir. On a à revisiter l'orientation de notre désir. Et souvent, on a la vision d'une orientation du désir qui est un défilé de la vie qui peut ne pas nous correspondre et qui peut correspondre à notre voisin. Avoir une maison, avoir des enfants, partir à la retraite, élever les petits-enfants et en faire sa vie, ça peut être tout à fait un défilé de vie pour une personne et pour une autre,
c'est juste quelque chose de l'horreur. Parce qu'à un moment donné, de se dire, mais c'est pas ma vie. Et c'est de la culpabilité. J'ai pas d'enfant, j'ai pas fait d'études, je suis pas mariée, je ne suis pas en couple, et du coup, je suis coupable de ne pas être comme mon voisin qui, a priori, correspond au défilé de vie de la société. Ça vaut le coup d'y réfléchir, parce que qui a raison là-dedans? Il n'y a pas une histoire d'avoir raison ou pas, la question n'est pas là. La question est que notre être à être, c'est simplement l'orientation de nos désirs, d'apprendre à orienter notre désir. C'est clair un peu ça? Ça va? Seulement voilà, 2 questions. Le désir, on ne le connaît pas souvent. Hein? On va demander souvent, hein, ça arrive, et qu'est-ce que vous voulez? Ben, j'en sais rien. Ça, c'est la première question. Donc orienter un désir quand on ne sait pas ce qu'on veut, c'est pas facile. Et puis l'autre question, c'est mais moi je veux bien orienter mon désir là, je veux bien poser des actes, je veux bien changer d'habitude, je veux bien, par exemple aujourd'hui je me dis je vais aller faire du sport, ou tiens aujourd'hui je vais faire de la peinture, je vais me mettre à peindre, ou aujourd'hui je vais avoir la pensée positive et je vais bien, tout va bien, je suis bien, tout va bien, je vais bien, puis je vais le mettre partout dans ma maison. D'accord? Et puis là on est encore en février, on a ce qu'on a fait en début janvier, les bonnes résolutions. Et puis on commence des choses et on y va. Hein? Et puis ça s'épuise. Ça dure une semaine. Une semaine. Pour les plus forts, 1 mois. Et là c'est catastrophique. Parce que derrière c'est, je suis nulle, j'ai pas de volonté, j'y arrive pas, les autres y font, je procrastine, et puis c'est bien parce que du coup ça fait l'effet inverse. Pourquoi? Pourquoi est-ce si difficile d'orienter un désir, de poser des actes, d'avoir un comportement, quand même, là où on voudrait aller? On est quand même stupide, non? Ça ne devrait pas être compliqué. Quelqu'un arrive et me dit « je veux peindre », ben vas-y, va peindre. C'est quand même pas compliqué quand même, il n'y a qu'un faucon. Tu veux arrêter de fumer, ben c'est quand même pas compliqué, hein. Tu prends pas ta cigarette, il n'y a qu'un faucon. Et puis on peut y aller pour toutes les addictions. Et puis on peut aller pour changer de boulot. Bah écoute, on voit ta lettre recommandée, il y a quand même plein de gens sur Terre qui changent de boulot, bah tu changes de boulot. Il y a toujours une personne qui vous dira, bah quand même c'est pas compliqué, il n'y a qu'un faucon. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la volonté ne suffit pas? Ça c'est drôlement intéressant. Parce que si la volonté suffisait, d'abord il n'y aurait pas de psy. Et puis en même temps, on serait peut-être des tout-puissants. Parce qu'il n'y a qu'un faucon et on ferait. On aurait des vérités de vie. On serait dans la toute-puissance d'eux. Parce qu'on a, alors c'est là que je vais essayer d'être claire, on a à l'intérieur de nous un truc qu'on peut appeler l'inconscient. Bon, ça c'est pas un scoop. L'inconscient peut être à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi. Et peut-être, moi je dirais que c'est notre meilleur ami. Il nous protège de nos souffrances infantiles. Là, ça fait très psy. Et pourtant, ça veut dire que il y a plein de choses qui peuvent nous emmener dans l'autosabotage. Il y a plein de choses à l'intérieur de nous, dans nos histoires, qui nous empêchent d'aller là où on a envie d'aller. Et je défie quelqu'un d'ici, là, de dire non, moi, ça m'arrive jamais. Tout ce que je veux, je le fais et ça marche comme ça. Cette personne-là, soit elle est blindée au niveau volonté, et je vous assure que j'ai... En fait, non, ne dites pas qui vous êtes. Ne dites surtout pas, parce que là, on aurait un ego sur pattes. On aurait un dominant bien fort. Alors, quand je parle de masculin, c'est pas sexuel, on a bien compris. Hein. C'est d'une énergie masculine. Hein. On aurait une énergie masculine, un masculin bien là, qui dirait, moi, le doigt bien tendu comme ça. Moi, quand je veux, je peux. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et quand je décide, je fais, puis c'est pas vous qui allez m'arrêter. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire un masculin qui se planque derrière cette espèce d'affirmation, donc qui n'est quand même pas dans la philosophie. Rappelez-vous que la philosophie, dans une des pensées, c'est une pensée de l'interrogation. On se pose la question. Donc quand on a quelqu'un qui dit « moi je sais », partez. Partez. Surtout dans la relation humaine, dans un boulot factuel, c'est autre chose. Mais un égo sur partez, c'est mal barré, on ne peut même pas parler, il n'y a même pas de négociation, il n'y a pas de rencontre.
Donc, quand vous êtes évidemment dans ce... je vous parle de l'ego, je vous parle du masculin, je vous parle de ce qui vous tire en arrière, c'est donc cet inconscient qui vous protège d'atteindre votre objectif. C'est quand même intéressant ça. Hein? Un inconscient, il y a une partie de nous la plus profonde, la plus belle, la plus merveilleuse, qui nous protège pour ne pas atteindre notre objectif. Ça se fait tout seul. Sauf si vous rencontrez l'ego sur pattes. Celui-là, il n'a pas envie. C'est lui qui décide pour vous et c'est pour vous. Mais autrement, à l'intérieur de nous, on a cette structure inconsciente. Ce soir, je vais vous parler peut-être des 3 archétypes, personnages ou forces de l'inconscient qui pourraient nous empêcher d'aller là où on veut aller. Ça veut dire la peur de souffrir. Après, on peut avoir le parent autoritaire qu'on va introjecter à l'intérieur de soi, le père, la mère, là aussi, c'est pas sexualisé, qui nous a appris à mal penser. Et puis, on va aussi avoir la peur du bonheur. Tout ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. La peur de souffrir. Quand un enfant vient au monde, il a un truc extraordinaire qu'on appelle la libido, qu'on appelle le désir, mais surtout qu'on appelle l'enthousiasme. Et alors là, je vais essayer d'être claire, mais je crois que je vais y être. J'ai pris il y a plus de 10 ans, je prenais des cours avec un homme qui était formateur à ce moment-là, qui était un très bon pédagogue et que j'avais été rencontrer au Québec. C'était Jean-Jacques Crèvecoeur. Maintenant, il a pris une autre orientation, qu'importe. Mais en tout cas, c'était un type vraiment un très bon pédagogue. Et quand il a expliqué ça, vous savez, ces genres de trucs, ça fait gling, des clics. Alors voilà. Et là, je vais vous parler de la sphère émotionnelle. Hein, parce que ce qui nous empêche d'aller vers l'enthousiasme, c'est toutes les émotions qui ont dessus. Et alors, il a fait une comparaison avec l'eau et les émotions étant de l'énergie. Et alors, il nous dit, voilà, on a un liquide qu'on va appeler l'eau. L'eau, H2O. Je ne suis pas physicienne, donc j'ai revu ma leçon hier. H2O. 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Je suis fière parce que j'étais vérifiée. Donc, c'est bien, hein? Donc l'eau, on va avoir la vapeur. La vapeur, c'est quelque chose qui a de l'espace au niveau énergie. Ça bouillonne, d'accord? Et puis ensuite, après, on va avoir du liquide. Et puis si on descend, on va avoir le glaçon. Dans le glaçon, il y a moins d'énergie. Ça bouge moins. On est dans quelque chose où tout est beaucoup plus serré. Et là, il a mis en comparaison, donc, et que ce soit de la vapeur, du liquide ou du glaçon, c'est toujours de l'eau, on est d'accord, sous des énergies différentes. Et alors, il est parti dans sa réflexion. Moi, je l'ai un peu modifié, normal, hein, chacun met un petit peu des pierres. Il est parti sur le système émotionnel, en se disant qu'en fait, on n'avait pas 36 émotions. On n'en avait qu'une. C'est-à-dire qu'on avait une seule énergie qui était déclinée en plusieurs énergies différentes. Si on veut bien voir la première énergie de l'enfant qu'on va appeler enthousiasme, qui tient du mot anthéos, je crois, qui est du dieu du feu, qui est rempli de feu, qui est rempli d'énergie, qui bouillonne, un peu comme la vapeur. Et puis, je vais vous prendre peut-être un bébé, ça va être plus simple pour comprendre. En dessous de l'enthousiasme, on va avoir une autre énergie, on va commencer à décliner, qu'on va appeler la douleur et la violence. Autrement dit, vous imaginez un bébé qui a faim. Je ne sais pas si vous avez vu un bébé qui a faim, ça crie, il y a de l'énergie, bah oui, hein. C'est pétant d'énergie. Il y a quelque chose de très fort, c'est waouh. Et puis ce bébé-là, papa, maman, le parent ne vient pas. Il ne vient pas apporter à manger. Il va commencer à crier encore plus fort parce que ça fait mal à l'intérieur. Il n'est pas entendu. Donc on va commencer à dégringoler de l'enthousiasme. On va dégringoler à quelque chose qui fait mal parce qu'on n'est pas entendu. Ça vous dit quelque chose, ça, hein? La douleur de ne pas être entendu. Et il va commencer à être de plus en plus fort, il va être dans la violence. Ça veut dire dans quelque chose qui est encore extraverti. Il y a encore de l'énergie. Il y a encore quelque chose qui bouillonne. Ça, il y a de la force. Ça veut dire que dans la violence,
on sait qu'on n'est pas trop loin de l'enthousiasme et qu'il y a de la force. Ceci dit, quand moi je vois arriver des gens qui sont encore dans la violence, je me dis ça va, ils ne sont pas trop loin de l'enthousiasme. Je me pose un peu plus de questions, je vais un peu plus longtemps quand ils arrivent dans la mélancolie et la tristesse. Parce que déjà, ils ont changé d'énergie. Cet enfant, papa, maman ne viennent toujours pas. Ils ne viennent pas. Et l'enfant, vous savez, une émotion, ça a une durée de vie. Ça ne peut pas durer longtemps. Ça a un tempo. Et puis tout doucement, il va changer d'énergie. Il va commencer à s'enfermer. Et il va commencer à toucher une émotion introvertie, la tristesse. Vous voyez bien, quand on est triste, on est plutôt à l'intérieur de soi. On ne peut pas être extraverti. C'est compliqué de pleurer et en même temps de sortir. C'est bien pour ça que dans la tristesse, on a quelque chose où on reste un peu dans notre carapace. On a souvent cette réaction dans la tristesse de rester chez soi, de s'enfermer. C'est quelque chose qui peut être humain. C'est la force de l'énergie. Et là, on commence à descendre au niveau énergétique. Et puis, si papa et maman ne viennent toujours pas, on va commencer à toucher quelque chose qui va être entre le liquide et puis le glaçon. Ça veut dire que cet enfant va commencer à s'enfermer. Il va commencer à être dans l'enfermement. On peut parler d'un état de psychose. On peut parler de quelque chose qui est complètement clivé. Il va fermer. Il est passé par l'enthousiasme, il est passé par la douceur parce que ça fait mal, il est passé par la violence, il est passé par la tristesse, et puis après il va couper. Et on sait bien que les enfants chez qui on n'entend pas les bruits, chez qui on ne va jamais, hein, on a remarqué, les enfants qui n'étaient pas touchés, ben, ils mouraient tout doucement, hein, ça c'est, vous avez vu. Donc il va rentrer de la psychose, et puis si on ne vient toujours pas, qu'il ne se passe rien, il va vivre la peur, et puis il va rentrer dans un état qu'on peut appeler un état de dépression, d'enfermement, de peur. Donc du glaçon. Ça veut dire que d'un seul coup, il ne va plus avoir d'espace d'énergie. C'est pour ça qu'au niveau thérapeutique, les gens ne viennent pas en général parce qu'ils sont dans cet état de peur, de cristallisation et de dépression, parce que là on est plutôt après dans la psychiatrie. Donc c'est le rôle de la psychiatrie. Les gens qui sont en psychothérapie ne sont pas dans la psychiatrie. Ils sont dans l'approche psychologique. Quand on arrive en état de tristesse, ce dont on a besoin, c'est de réchauffer, comme le liquide. On va réchauffer, on va mettre un peu de chaleur. Il n'y a pas tellement de choses à faire. C'est peut-être de prendre dans les bras, c'est peut-être d'attendre, c'est peut-être juste de redonner ce que l'enfant n'a pas eu. Alors, ça va, c'est clair? Moi, j'ai trouvé ça magique. Quand j'ai entendu ça il y a plus de 10 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est... Ah, ça, c'était fort. Donc, je vous le redonne. Et quand je vous dis que l'enthousiasme de l'enfant, quand l'enthousiasme de l'enfant a été coupé, a été arrêté. Vous savez, un enfant qui court dans les bras des parents, puis les parents ne sont pas là. D'ailleurs, au cinéma, c'est ce qui nous fait pleurer souvent. C'est souvent ça qui nous met dans les failles mélancoliques. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un enfant qui court, c'est toujours émouvant. J'avais mon petit-fils là tout de suite, il est là, puis il court dans les bras. C'est toujours un truc émouvant quand un enfant, quel qu'il soit, nous court dans les bras. Il y a un truc de dingue là-dedans. Mais quand on va au cinéma, vous n'avez qu'à voir ce qui nous fait pleurer. C'est papa et maman qui prennent, ou l'ami, on s'en fout, le parent qui est là, qui prend un enfant avec son énergie de vie, l'enthousiasme, qui va dans les bras. Soit le nôtre ou pas, on s'en fout, c'est pas la question. Mais c'est ça qui nous fait souvent pleurer. Parce que ça vient nous ramener à toutes les absences, d'accord, des parents qui n'ont pas été là pour nous prendre dans les bras. Et là où c'est important, et c'est là où moi je mets un peu ma pierre, c'est que ces enfants qui ont été dans l'enthousiasme de vie, qui ont été dans cette pulsion-là, et qui ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés parce qu'il y a trop de souffrance dans la famille. C'est une famille qui dysfonctionne. C'est une famille dépressive. C'est une famille qui souffre. C'est une famille peut-être aussi avec un interdit de la joie. Vous savez qu'il y a aussi des religions où on n'a pas le droit de trop rire, où on n'est pas dans le plaisir. Il y a aussi cet interdit-là. Eh bien, cet enfant va s'arrêter dans son enthousiasme. Et là, il va cliver. Il va commencer à faire la dégringolade et il va cliver. Parce que être heureux, ça fait du bruit. Un enfant, ça fait du bruit. On entend souvent, arrête de faire l'enfant, arrête de crier, arrête de rire, ça va déranger ton père, ça va déranger ta mère, ça va déranger les voisins, ça va déranger, ça va déranger, ça va déranger. Et on a cet enfant qui va commencer à souffrir.
qui va commencer à être dans le mal-être. Alors après, il aura soit il va cultiver la violence en fonction de l'enfant, mais ce n'est pas là le message. Le message, c'est que dans l'enthousiasme, il est arrêté dans l'enthousiasme et il va cliver pour rentrer dans le mal-être. Tellement qu'il va cliver. Ce qui fait que quand il est adulte, évidemment, que quand il va retoucher l'enthousiasme de la réussite de quelque chose ou de son projet, vous voyez bien là où je vais en venir, hein. Il va être dans quelque chose, dire waouh, je vais faire de la peinture, je me vois, je vais pouvoir exposer, je vais pouvoir faire ça, je vais faire du sport, je vais pouvoir faire le marathon, ou je vais peut-être pouvoir, j'en sais rien, regarder tous les projets que vous avez voulu avoir et qui ont été sabotés, qui ont été arrêtés, qui se sont dit non, c'est pas pour moi, non, on a cru, mais en fait, c'est que derrière, si jamais je suis dans l'aboutissement, dans l'enthousiasme de ma vie, il y a une peur à l'intérieur de moi qui est dans la mémoire. Et cette peur-là, c'est tellement terrible, ça fait tellement mal, ça fait tellement souffrir, c'est tellement quelque chose qui peut même aller jusqu'à dans la psychiatrie, vous avez bien compris, et bien que l'inconscient va mettre un mécanisme de défense. Alors, bien sûr que c'est un petit peu plus compliqué que tout ça, on peut bien imaginer, hein, c'est singulier, les histoires sont singulières, mais c'est quand même dans quelque chose qui est là, dans l'enthousiasme. Et je peux même dire, je peux penser, parce que je travaille beaucoup avec les dépendances, que je rencontre que les personnes qui sont dans les dépendances, plutôt alcool, plutôt drogue, moins, je vois, puis si vous côtoyez des gens qui boivent, ils ont un enthousiasme extraordinaire. Alors je ne vous parle pas de l'alcoolique qui est dans le trottoir et qui est complètement dans l'humiliation, dans le caniveau, je ne vous parle pas de celui-là. Mais je vous assure qu'il y a quelque chose de la fête, c'est des bons vivants, il y a quelque chose de l'enthousiasme. Alors c'est un désir qui est mal orienté, on est bien d'accord, puisque c'est un désir qui va être juste dans le plaisir immédiat, de l'hyperexcitation, et quand ça va descendre, ça va faire mal, il va falloir recommencer pour retrouver l'enthousiasme du début, le plaisir et le désir. Vous comprenez? C'est clair un peu, hein? Ce qui fait que moi, quand j'accompagne, je ne perds pas le chemin de l'enthousiasme. Je ne perds pas le chemin de retrouver l'enfant avec l'enthousiasme. J'ai presque envie de dire, je m'en fous de l'addiction. Il y a des addictologues, il y a des gens qui font ça très très bien et mieux que moi. Mais par contre, je ne lâche pas l'enthousiasme. Je ne lâche pas cette personne qui, en fait, elle a juste envie de rire et de trouver la joie de vivre, mais qui a un endroit où ça n'a pas été autorisé. D'accord? Et je pense que dans les dépendances, il y a quelque chose de l'élan vital de l'enfant qui a été coupé, qui a été interrompu. Et ça fait tellement mal qu'on sait bien que l'alcool, c'est le meilleur antidépresseur et un meilleur anxiolytique. Mais toutes les dépendances. Hein. Parce que ce qui est important alors, j'ai jamais fumé, je bois, mais je n'ai pas fumé. Mais en tout cas, c'est pas tellement aimer fumer, c'est pas tellement aimer boire, c'est la sensation que ça donne, c'est le relâchement que ça donne. C'est la sensation d'apaisement qu'on va rechercher. C'est surtout ça, c'est l'état d'apaisement. Et ça, c'est intéressant parce que les gens qui vont chercher l'état d'apaisement sont attirés vers l'état d'apaisement. Donc on peut peut-être aussi les faire réfléchir à retrouver tout ça. Donc ça, c'est la première partie. Alors je fais gaffe parce que j'ai souvent Evelyne qui est là pour me donner le temps. Ah non, c'est cool. Et donc ça, c'est la peur de souffrir. Est-ce que ça va tout ça? Est-ce que c'est clair? Oui. Ça va? Après, j'avais repéré quelque chose puisque je pensais à... on nous apprenait à mal penser. Je vais peut-être vous parler dans le père autoritaire ou la mère autoritaire. Et j'ai beaucoup ça dans les relations père-fils. Je peux l'avoir aussi dans les relations avec la fille, bien sûr, évidemment, mais il faut remettre à la génération où quelquefois dans ces pères extrêmement possessifs, extrêmement jaloux, qui, lorsque les fils ont une relation dans la triangulaire particulière avec leur mère, les pères sont complètement castrateurs. Alors bien évidemment, on va retrouver la même chose dans les triangulaires avec la mère, la fille, qui peut avoir une relation avec le père, et on va rentrer dans les castrations et les jalousies. On peut avoir tous les scénarios. Ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsqu'on a un parent très autoritaire, et qui apprend à bien penser à son enfant,
Alors je vous dis, un parent autoritaire, et qui lui dira, la vie, c'est pas pour toi. Tu es vraiment nul. Tu n'y arriveras jamais. Tu veux être musicien, moi je te dis que tu vas reprendre mon entreprise. T'as compris? C'est celui-là. Le psychopathe. Ou celle-là, hein. Le masculin des femmes, il est aussi extraordinaire. Il ne faut pas oublier. On va avoir cet enfant qui déjà va démarrer dans sa tête avec une structure mentale quand même assez abîmée, on est d'accord. C'est-à-dire que sa façon de penser, ses ruminations, sa structure mentale sera donc déjà dans un conflit à l'intérieur. Ce qui fait que lorsqu'il voudra, là encore, se diriger vers un nouvel objectif, il n'aura de cesse, cet enfant, d'entendre à l'intérieur de lui « Mais c'est pas fait pour toi, t'es nul, tu n'y arriveras pas ». On est dans une suggestion hypnotique et ça marche. Les parents peuvent bien être morts depuis 20 ans, 30 ans, ça marche toujours. Parce que ce que fait l'enfant à l'intérieur, c'est qu'il introjecte le parent, et le parent est à l'intérieur. Moi, j'avais un père, je n'avais de ça, c'était l'inverse. À chaque fois qu'il me demandait quelque chose, je lui disais, tu ne l'auras pas. Et comme ça, tu ne l'auras pas. Tu veux que j'aille à l'école, j'irai pas à l'école. Tu veux que je fasse ça, je n'irai pas. Ce qui fait que ça m'a donné une scolarité extraordinaire, de redoubler, de faire la 6e transition. Enfin bon, j'ai réussi mon truc. Et un cas d'école extraordinaire, je vous le livre, c'est que j'ai donc été cancre, mais c'était du boulot d'être cancre, hein, quand on n'est pas trop bête et qu'on a la réponse. Juste pour ne pas lui donner ce qu'il voulait. C'est-à-dire un état rebelle extraordinaire. Et il est mort. 13 ans, il est mort. J'avais plus personne en face de moi. Ben, je vous assure, j'ai été au bac, puis j'ai jamais arrêté de faire des études. C'est-à-dire que j'avais plus personne. C'était terminé à être dans je ne te donnerai pas ce que tu veux. Ceci dit, ça m'a duré longtemps. Parce qu'à l'intérieur de moi, quand je me disais je vais faire ça, j'avais quelque chose qui me disait non, tu ne le feras pas. C'est-à-dire que l'introjection du parent était toujours inscrite à l'intérieur de moi. Je n'avais pas fini ma thérapie. Je n'avais pas fini le job. Freud dirait je n'avais pas coupé le lien. Il était toujours là. Je l'entendais toujours. Il était toujours là. J'avais toujours à l'intérieur de moi une facette qui se mettait en place à chaque fois que je voulais faire quelque chose. Et puis de la rébellion, hein. C'était de la colère. Donc chacun son parent, chacun va avoir son conflit interne. Jusqu'à ce qu'évidemment, je commence à faire le travail thérapeutique, et puis après, on arrive à faire, c'est vrai qu'on le fait souvent quand on arrive à 35-40 ans, parce qu'il faut laisser un petit peu de temps, et le travail d'individuation, c'est-à-dire devenir, quand je dis décider, c'est exister, devenir l'individu qu'on doit être, il faut bien d'abord avoir vécu, et puis après, une fois qu'on en est là, on peut se dire, ben, peut-être je peux penser autrement, je peux commencer à couper le lien avec la pensée de mes parents, c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on dit devenir son propre père et sa propre mère. Alors les gens qui font un travail thérapeutique très jeune, ils gagnent du terrain, tant mieux, hein, mais maintenant c'est un peu plus facile, mais il y a eu un moment, c'était quand même pas facile de faire des thérapies. D'accord? Donc ça, c'est tout le lien à l'introjection et à l'autorité parentale qui est dans la castration, qui nous empêche d'obtenir ou d'aller là où on veut aller. Et c'est une bataille, mais véritablement interne, quoi. Véritablement interne. Est-ce que ça, c'est clair? Ça va? Un truc. L'autre, le troisième que j'ai repéré, quand même beaucoup, c'est la peur du bonheur. J'en ai parlé la dernière fois. La peur du bonheur. Et ça, c'est vraiment un truc de dingue. J'ai un homme en consultation et qui est un enfant les parents sont paysans et forcément ils se sont battus et lui est devenu chef d'entreprise et il gagne beaucoup d'argent. Et quand il va voir ses parents, il dit moi j'ai honte. Je ne peux pas dire à mes parents combien je gagne. Je ne peux pas. Parce qu'il n'y a plus de loyauté. Et puis il a peur de ne plus être pareil. Il a peur de ne plus être aimé, il a peur d'être rejeté, il a peur de ce que peuvent penser ses parents de lui, qui est maintenant... alors il fait attention, il enlève ses vêtements, il change de vêtements, il se donne un autre pour retrouver, et il se met dans la même loyauté parentale. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'accès au bonheur qui peut ne pas se faire par loyauté parentale.
Mais ça peut aller loin, hein. Ne pas avoir droit, ne pas mériter. Ou de se dire le bonheur, c'est pas pour moi. Ou le bonheur, être heureux, j'ai ça beaucoup, la pensée magique. C'est pas la peine d'aller en Afrique, on l'a chez nous, hein. La pensée magique. La pensée magique de se dire, oh ben ça va partir, ça va pas durer. Hein, on m'a offert un cadeau, là de toute façon on va me l'enlever. Hein, c'est évident, alors forcément comme on va me l'enlever, on va s'y attendre, il va bien se passer quelque chose. La pensée magique du bonheur. C'est tant et si vrai que j'avais une jeune femme, une trentaine d'années, qui rêvait de voyager loin. À mon sens, elle voulait voyager un peu trop loin pour quelqu'un qui n'était jamais parti de là où elle était, du Mans, je crois. Je crois que j'étais au Mans. Enfin, qu'importe. Mais bon, elle voulait absolument. Son billet d'avion était à 800 € à l'époque. Donc, je pense qu'elle allait à 10 heures de Paris. Hein. Mais c'est pas ça. Donc, on arrive, on fait des consultations, elle organise son voyage, youpi. Elle va pour prendre son billet d'avion. Et puis je la revois peu de temps après, elle me dit, vous n'êtes pas partie? Elle me dit non, j'ai été m'acheter des chaussures, des vêtements et des sacs. Réel, hein, réel. Je dis, je peux pas. Mes parents n'ont jamais voyagé, personne n'a voyagé chez moi, puis je peux pas, c'est trop. C'est-à-dire l'envahissement du bonheur, du plaisir. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'enthousiasme, mais c'est vrai que quand on retrouve l'enthousiasme et que ça a été coupé, l'enthousiasme, c'est une sacrée énergie. Hein. Est-ce que j'ai le temps de vous parler? J'ai envie quand même. Allez, je vais vous parler juste un tout petit truc de l'allégorie de la caverne, du mythe de la caverne. Qu'est-ce que ça vient faire là? Un mythe de la caverne, quand même. Je ne vais pas vous la faire compliquée, je vous la reprendrai plus tard parce que j'adore cette allégorie. Le mythe de la caverne. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il est tout à fait adapté à maintenant. C'est vraiment le truc extraordinaire. Le mythe de la caverne, je vous la fais en 2 secondes, je sais bien faire les histoires extraordinaires en 2 secondes. C'est des gens, à l'époque c'était que des hommes. Il paraît que les femmes n'existaient pas. Mais bon, c'est pareil, hein. Il y a eu des nanas, ils sont mises à exister, je sais pas, il y a à peu près 80-90 ans, il y a du boulot, enfin c'est autre chose. Donc, nous avons ces bons hommes qui sont attachés par le cou et par les pieds dans une caverne et ils ne peuvent pas regarder autre chose que l'ombre. Ils ne peuvent pas regarder. Et ceux qui regardent, c'est vrai, puisqu'ils ne peuvent pas tourner la tête. Donc ils regardent l'ombre, et c'est la vérité. Pour eux, c'est la vérité. Et puis, on en défait un. Quand on dit on, le on, c'est on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas dans la vie, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi dans votre famille, il y a peut-être qu'un membre de la famille qui se pose la question du bonheur et puis les autres qui subissent leur vie? Pourquoi? On n'en sait rien. C'est-à-dire que la résilience, on ne peut pas toujours la comprendre. On peut laisser un peu du mystère au mystère. C'est intéressant aussi ça. Donc il y en a un qui se libère. Et puis, eh bien, il voit bien qu'il y a de la lumière à l'extérieur de la caverne. Et alors il y va. Et ça fait mal la lumière. Je ne sais pas si vous avez vu le matin quand on se réveille et que la lumière elle est trop forte. Vite, on enlève. Et il revient parce que la lumière elle fait mal. C'est ça que je voulais surtout vous dire. C'est que quand ça brille de trop, quand on est trop heureux, ça fait mal d'un seul coup. C'est comme une énergie de bonheur qui va trop fortement dans le cerveau, dans la tête, et d'un seul coup, on retourne là où on était, dans la caverne. Là où on croit qu'on est en sécurité, là où on croit qu'on est confortable. Moi, je crois qu'on n'est pas confortable du tout, c'est inconfortable. Moi, je crois que la sécurité, bien sûr que c'est important, mais c'est inconfortable. Nous ne sommes pas faits pour être en sécurité, on est fait pour vivre, on est fait pour prendre des risques, on est fait pour avoir se casser la binette, remonter, pour vivre des choses, mais on n'est pas fait pour être dans une vie, je crois que c'était Nietzsche qui disait avachi, où c'est la fin de l'humanité, où on est enfermé. Et puis, il retourne quand même. Je reprends mon bonhomme, il retourne, il s'adapte tout doucement, il s'adapte à la lumière, et il va à la lumière, puis c'est quand même pas mal la lumière. C'est quand même pas mal le soleil. C'est quand même quelque chose de beau, c'est quelque chose, il y a la nature, il a réorienté son désir sur la nature. Et puis, mais là, il est tout seul. C'est un truc de truc. Je ne sais pas si vous avez vu, quelquefois, quand on fait un travail thérapeutique, mais je ne vous parle pas que de la psychothérapeutique.
Vous pouvez faire le tour du monde et puis revenir. Vous pouvez lire plein de bouquins. Je veux dire, il ne faut pas tout mettre. Il y a plein de choses, c'est-à-dire être dans la différence et de nourrir la curiosité. Eh bien, quand on revient dans l'endroit où on était, on est incompris, on se sent complètement étranger. Il y a quelque chose de se dire, mais attendez, je peux bien vous partager mon expérience, mais en face, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas forcément envie. Il n'y a rien qui se passe. Eh bien, ce type, quand il est sorti, il n'avait de cesse que de revenir pour dire aux autres, mais venez avec moi. Venez avec moi, parce que de là où je suis, c'est vachement bien. Mais il mettait tellement d'énergie à les convaincre. Vous savez, c'est quand on veut dire, mais viens avec moi, c'est sympa de méditer, c'est sympa de regarder la nature, c'est sympa de rire, c'est sympa. Mais si vous avez à convaincre toute une famille, un peu comme Matrice, si vous avez ou un groupe, d'accord, vous n'arrivez pas, c'est pas possible. La seule chose qui puisse être bon à faire, parce que pendant que vous passez du temps à convaincre, vous êtes fatigué, puis vous êtes triste, puis vous perdez de l'énergie, puis vous retournez de là où vous étiez. Mais comment vous voulez convaincre quelqu'un que là où vous étiez c'est bien alors que vous faites la gueule parce que vous êtes fatigué de les convaincre? Donc le mieux, c'est pas de les convaincre, c'est de profiter de ce qu'on vit à la lumière. Et quand vous revenez, c'est parce que vous êtes lumineux, vous avez de l'énergie, vous avez de l'enthousiasme. Il y a quelqu'un qui se dit, tiens, j'aimerais bien aller avec toi, j'aimerais bien te suivre, j'aimerais bien faire. D'accord? Donc, c'est ça qui est important. Mais cette lumière qui est là, vous comprenez bien que ce qui fait partie aussi de ce qui nous met dans pourquoi je n'arrive pas et pourquoi la volonté ne suffit pas, parce que la volonté, elle doit se battre avec tout ça, et la volonté, c'est un réservoir. Ça se limite, la volonté. Elle se fatigue. Parce que se battre contre tout ça, le parent, le mal pensé, se battre contre la peur de la souffrance, la peur enfin du bonheur, parce que ça fait mal la lumière, parce que rire ça fait mal, parce que la joie ça fait mal, parce que quand on va trop vite même en thérapie, c'est bien pour ça des fois que je pousse des coups de gueule quand je vois des gens qui vont, peut-être des fois, ouais c'est pas cool, mais dans le coaching où on y va et on y va en quelques séances, et puis les gens disent oui c'est bon, je suis heureux, et puis on les retrouve après en psychiatrie parce qu'ils ont fait des explosions psychotiques et puis qu'ils vont pas bien. Ça a été trop vite. Ça veut dire que aller dans ce chemin du merveilleux, parce que pour pouvoir voir la lumière, il faut être rempli d'amour, il faut avoir de l'espace de l'amour pour pouvoir voir le soleil. Ça prend du temps. C'est un chemin de croissance, c'est un chemin spirituel, c'est une quête initiatique, c'est un chemin de ce qu'on veut, mais ça prend du temps. Et ça prend le temps que l'inconscient a besoin de redonner tout ça à la conscience. Alors une fois qu'on a fait ce travail, ça va, ça clair? Ouais, ça va, parce que c'est ardu. Une fois qu'on a fait ce travail, je suis mon chemin. On a été dans les forces qui pouvaient nous détourner de la volonté. Il y en a beaucoup d'autres, il faut bien imaginer, on est singulier. On peut déjà commencer à aller dans la volonté. On est un peu plus léger. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a fait un travail thérapeutique, d'abord il y a beaucoup de psys qui font la gueule, c'est bien. Ouais, non mais c'est vrai, c'est pas la catégorie, on n'est pas forcément du plaboum. Non mais c'est pas parce qu'on a fait le boulot qu'on a gagné le cocotier. Après, il y a peut-être encore, et puis il y a notre histoire, et puis il y a de là d'où on vient, il y a tout un truc, mais enfin bon, c'est pas parce qu'on a fait, qu'on a appris à lire, qu'on va lire et qu'on va en faire quelque chose. Après, on se dit, c'est là que ça peut commencer, c'est là que le coaching peut être intéressant. C'est là que le développement personnel peut commencer à être intéressant. C'est peut-être là où on commence à s'affecter. Ça veut dire qu'on a commencé à alléger l'inconscient et on peut aller dans la volonté. Parce qu'on ne va pas faire les choses à terme de « il faut que j'arrête de ça, il faut que je fasse ça, il faut que je peigne, il faut ». Et on n'est pas dans le plaisir, on n'est pas dans le désir, on est dans la force de la volonté. Mais une fois qu'on a nettoyé un peu à l'intérieur, on va commencer à se sentir un peu plus léger et on peut être dans le désir avec quelque chose qui est vraiment du plaisir et quelque chose qui est dans une intention un peu plus légère. Et il y a quelque chose de l'orientation du désir avec l'intention. C'est pas de la volonté, c'est quelque chose qui vient de notre intention. Mais c'est pas tout. Aller dans la volonté, il y a la loi des 3D, je l'aime bien celle-ci. Des 3 R et des 3 C. Je crois que j'ai dû le dire dans un podcast. Aller dans une décision, aller vers quelque chose, changer d'habitude pour changer de comportement, pour avoir une nouvelle identité. La loi des 3 R, c'est répéter, répéter, répéter.
Et la loi des 3C, c'est con, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix que pour pouvoir avoir une nouvelle habitude, c'est comme une éducation de l'enfant, il faut répéter. C'est con, mais c'est comme ça. Ça demande de la discipline, ça demande des efforts, ça demande de répéter parce que nos neurones, il faut les repositionner, il faut refaire des trajets neuronaux. Enfin, c'est quand même du job tout ça. C'est du job. Et il faut réapprendre comme quand on est enfant. C'est la même chose. Et n'oublions pas qu'on est dans le plaisir immédiat. N'oublions pas qu'on est dans le clic qu'on a. N'oublions pas que si on veut, on part. Mais sauf que ça ne marche pas comme ça. Et il n'y a rien d'autre que nous-mêmes. On aura beau faire tout ce qu'on veut avec tous les engins, mais il n'y aura rien d'autre que nous pour pouvoir remettre en place des nouvelles habitudes. Et remettre des nouvelles habitudes pour changer des habitudes, ça ne marche que parce qu'on a des habitudes ou une identité du désir et du plaisir. Ça veut dire que si on veut arrêter là où on n'est pas bien, il faut absolument qu'on puisse aller là où on va être bien. Enfin, c'est un truc logique. Mais arrêter pour arrêter, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'arrêter de fumer pour arrêter de fumer, ça ne marche pas. Arrêter de boire pour arrêter de boire, ça ne marche pas. Il nous faut trouver un objectif et des moyens. D'accord ? C'est-à-dire trouver... alors ça, c'est tout un travail, évidemment, plutôt de coaching, peut-être, moi j'en sais rien. Peut-être, oui, un peu... c'est sportif à ce moment-là, c'est vraiment sportif. C'est d'aller vers une nouvelle identité. Ça, je vais laisser ça parce qu'on pourra en reparler, on pourra dire comment je peux faire, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour pouvoir avoir des nouvelles habitudes, comment je peux faire. C'est très très intéressant. Juste un mot là-dessus, ça veut dire que nouvelle habitude, nouveau comportement, une nouvelle identité. Et la nouvelle identité, c'est qu'on devient qui on a envie. Ça veut dire que si je veux devenir écrivaine, eh bien il faut que j'écrive. Et si j'écris, si ce n'est qu'un jour, si ce n'est que 2 jours, je peux me dire que je suis écrivaine. Ça veut dire que je peux commencer déjà à épouser une nouvelle identité. Si je veux arrêter, moi je peux parler de la fumée, je ne sais pas faire. Bon. Si je veux arrêter de fumer, je peux me dire que je vais arrêter. Non, je veux être cette personne ou cette femme qui a envie d'être en bonne santé pour pouvoir faire le tour du monde ou pour pouvoir avoir un objectif pour faire quelque chose. Ça veut dire que je vais trouver un objectif et puis surtout le moyen, c'est d'arrêter de fumer. Arrêter de fumer, ce n'est que le moyen pour atteindre un objectif qui est bien plus important. Parce que arrêter pour arrêter, si on n'a rien, c'est une pulsion, c'est bien plus compliqué que tout ça. D'accord ? Et là où c'est important, c'est l'individu. Devenir un autre individu. Mais de quel individu parlons-nous ? Qui nous voulons être ? Qui nous voulons devenir ? Quel homme nous voulons devenir ? Et quelle femme nous voulons devenir ? C'est ça qui est important. Ça veut dire que nous avons à changer de modèle. Les modèles parentaux, c'est normal. Ils ont fait leur vie, on fait la nôtre. On a à changer de modèle, mais le truc, c'est de retrouver un nouveau modèle. Parce que c'est là que toutes les places des gourous se mettent en place. C'est là, rentrer dans... Moi, je pense vraiment qu'on peut rentrer dans toutes les sectes du monde. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais on peut rentrer dans toutes les sectes du monde si on est suffisamment adulte et mature et que si on n'est pas bien, on puisse en sortir. Mais si on est encore dans une partie immature, on va retrouver un nouveau modèle. Puis un modèle vachement mieux que le parent. Ça sera le parent idéal, celui qu'on n'a pas eu. Moi, je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine de ça. Mais on a à réfléchir au nouveau modèle. À qui on a envie d'être. Et ça, c'est important parce que dans les nouvelles habitudes, peut-être que c'est aussi le travail de l'imaginaire, de la visualisation. C'est quel homme et quelle femme j'ai envie de devenir. Mes valeurs, mes pensées profondes. Qu'est-ce qui va faire que... Et puis on a des curseurs. Si on se plante et qu'on n'est pas bien, c'est qu'on n'a pas bien orienté le désir. Donc on va recommencer et on va orienter le désir pour pouvoir aller là où nous avons envie d'aller. Est-ce que c'est clair ça ? Est-ce que je vais arriver à la conclusion ? Parce que je sens. Ok ? Vous voyez, 30 minutes, 45 minutes, quand le cerveau sature à un moment donné. Donc dans la conclusion, quand je vous parlais au tout départ, évidemment, je crois qu'on a à retrouver l'enthousiasme. C'est peut-être pour ça que vous êtes là, c'est peut-être pour ça qu'on est là. C'est-à-dire que, parce que quand même, les guerres sont pas loin, il y en a encore beaucoup, mais les guerres sont pas loin. Nous portons, et nous le savons maintenant, des traumatismes
tout ce qu'on en est là, il y a peut-être peu de gens encore là qui sont vraiment les enfants du bonheur, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. On a quand même eu des générations dessus qui en ont bavé, que nous portons les traumatismes de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. On peut les retrouver sur les ADN à 3 générations. On a des symptômes post-traumatiques. On a évidemment à redonner ce qui ne nous appartient plus. Et c'est ça le travail. Et le travail, c'est de se décharger de ça pour retrouver ce qu'on nous a enlevé parce qu'il y a eu du mal-être, il y a eu de la souffrance. La souffrance, c'est pas du mal-être. Autant sur le mal-être, c'est une structure psychique. On peut changer la structure psychique. On peut penser à swifter sur la pensée. Autant la souffrance, c'est pas la même chose. La souffrance, c'est quelque chose qui nous arrive, on n'a rien demandé à personne. C'est un deuil, c'est un enfant malade, c'est un handicap. On a Bénédicte qui est là. On n'a rien demandé. Ça, c'est de la souffrance. On n'a pas la même mise. On n'est pas dans du yaka faucon. On est dans quelque chose de l'acceptation. On est dans quelque chose du deuil. Et puis le deuil, il n'y a pas une durée pour faire le deuil. Ça m'énerve. Tu as fait ton deuil. Ben non, j'ai pas fait mon deuil. Ben non, je ne l'ai pas fait. Il n'y a pas de temps pour faire le deuil. Il y a le deuil qui est notre temps à nous et ça prend le temps qu'on veut. C'est important de faire la différence entre la souffrance et le mal-être. Le mal-être, cette sensation de s'ennuyer, cette sensation de ne pas être à sa place, cette sensation de se dire mais je sens la joie à l'intérieur de moi, eh bien c'est ça qu'il nous faut retrouver. Ça veut dire que nous avons besoin de retrouver l'enthousiasme, nous avons besoin de retrouver le merveilleux, nous avons besoin de retrouver un désir orienté vers la connaissance, vers la philosophie, vers le savoir, vers la culture, vers l'art. Je vais un peu militer parce que je crois qu'on est en train de fermer des robinets là en ce moment avec la culture. Que si on ferme la culture, eh bien on peut rester enfermé dans la caverne, que on va nous toucher à notre liberté, la liberté d'être, la liberté de l'imaginaire. Le merveilleux, ça commence par l'imaginaire, ça commence par la poésie, ça commence par ce que les artistes, quand nous-mêmes on ne sait pas le faire. Il y a un monsieur ici qui raconte des contes, qui racontait des contes pour les enfants. Je me souviens, c'est quand même ce qui fait rêver les enfants, ce qui fait qu'un jour on est adulte et qu'on est là, merci monsieur, parce que moi j'ai écouté les contes et que je m'en souviens toujours. Et que si on enlève tout ça, eh bien, on va perdre notre imaginaire, on va perdre le merveilleux, on va perdre l'enthousiasme, on va perdre ce qui nous permet de partager, d'être dans la bienveillance, d'être dans la nature, dans l'autre qui est là, dans le plaisir et l'enthousiasme. Et je crois qu'on a à faire attention à ça et surtout de cultiver la joie de vivre. Merci à vous. Je crois que c'est terminé.